Здравствуйте. Спасибо, что нашли время на интервью. Как у вас дела? Bonjour, merci que vous avez trouvé du temps pour l'interview. Comment allez-vous? Ça va beaucoup mieux que le monde ou que mon pays. Mais je suis heureux que vous ayez pris du temps, vous aussi, pour me faire entendre. Мне хорошо и даже лучше, чем нашего мира. И спасибо, что вы тоже нашли время для моего интервью. Перейдем к вопросам. Vous êtes prêts pour les questions? Allô, allô? Voilà. Да, готов. Хорошо. Во Франции скоро начнется Олимпиада. Насколько французы рады этому приему? Насколько Париж готов к приему такого события? En France, vous savez que les Jeux Olympiques vont bientôt commencer. De votre point de vue, les Français sont-ils contents de cet événement? Et est-ce que Paris, la France, est prête pour l'organisation d'un tel événement? Bien, ces Jeux olympiques ont lieu dans des circonstances un peu étranges. Après que M. Macron ait dissous l'Assemblée nationale, nous n'avons pas de gouvernement, mais nous avons des Jeux olympiques. Dans ces Jeux olympiques, on a empêché, à cause des sanctions, aux athlètes russes de venir. Mais à titre personnel, certains pourraient venir. Bref, c'est une désorganisation totale. Et les plus grands experts, comme M. Alain Boer, disent qu'il peut y avoir de graves проблемы de sécurité. Но сейчас эти игры организованы во Франции, когда есть такое тяжелое время. Макрон недавно закрыл нашу Думу, поэтому у нас нет, в принципе, государства. И такой французский эксперт Алан Буэр сказал, что это возможно, что такие неприятные события будут во время игры. Насколько вы считаете честным отстранить Россию и не отстранить Израиль и Украину? De votre avis, est-il normal que la Russie ne soit pas invitée au jeu et que donc on lui ait barré le passage, qu'on lui ait interdit de participer au jeu? Et pourquoi, selon vous, finalement, l'Ukraine et Israël peuvent participer alors qu'on aurait pu penser que tout le monde aurait été finalement interdit de jeu? Bien, ça dépend de ce qu'on entend par normal. La France est un pays actuellement sous tutelle de l'OTAN. Moi, j'appelle ça un pays occupé, à la fois économiquement, culturellement et politiquement. On en vient à des décisions imposées de l'extérieur et acceptées de l'intérieur. Но Франция сейчас у него нет суверенитета. Есть типа такая оккупация культурная, экономическая. И, конечно, это тяжело знать, как это сейчас во Франции. И если мы можем говорить, что это нормально или ненормально, даже как он объяснил, как Жак Шеминет объяснил, в принципе, конечно, это ненормально. Et j'ajouterais, dans les conditions actuelles, la population française, le peuple français, qui devrait être enthousiaste, ne l'est pas vraiment. Donc on a gâché la cérémonie, d'une part. Et d'autre part, il y a moins de gens qui viennent de l'étranger qu'on ne le prévoyait. Donc le président de la République, par son attitude, et pas seulement vis-à-vis des athlètes russes, mais en général, a gâché ces Jeux olympiques. Ну, сейчас, конечно, они думали, что будут много людей, много туристов, и это понятно, что есть мало. Но как Макрон организовал эти игры, контекст и так далее, он испортился эти игры, и это понятно, что французский народ есть никакой энтузиазм сейчас. Это не праздник, как он должен быть.
Et si vous me permettrez d'ajouter quelque chose, il y a une très grande violence dans la société, ce qui explique les réactions en faveur de ceux qui disent on assurera la sécurité. Par exemple, dans mon quartier, le 20e arrondissement de Paris, une voiture hier est rentrée dans un café, a tué une personne et blessé 3 ou 4. Et on dit que c'est un accident. Donc c'est peut-être un accident, mais ça montre de grandes conditions d'insécurité et surtout une grande consommation de drogue dans la population. C'est une chose qui me fait très peur et j'accuse l'oligarchie internationale d'avoir créé les occasions de ce trafic et qui crée les conditions, c'est ce qui crée ces conditions d'insécurité en France. Ce n'est pas la seule chose, mais c'est essentiel. Сейчас во Франции, особенно сейчас во время игры, Париж не безопасности. Например, где он живет, это квартал Парижа, 20 аррondissement. Был такой теракт, такой человек использовал машину и как бомба в кафе и убил одного человека. И он думает, что тоже есть разные проблемы в Париже, особенно с наркотиками. И, конечно, эта ситуация у нас в Париже уже давно. Это такие олигархи, международные олигархи создали эту ситуацию опасную во Франции. Поэтому сейчас эти игры, это понятно, что несколько неприятных событий будут, как это уже видно. Я работаю с французскими журналистами. Они говорят, что сейчас уровень образования во Франции такой, что молодежь едва умеет читать и писать. Насколько это так и почему такое происходит? Alors, elle travaille avec des journalistes français, Faina, et elle a entendu l'opinion selon laquelle le niveau d'éducation des Français, des jeunes Français, est devenu très bas, qu'il y a des problèmes même par exemple pour lire, écrire. Et elle vous demande si vous pensez que c'est réellement un problème en France et si c'est le cas, pourquoi? Alors, il y a un problème d'éducation. Il est double. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les élites, qui pour moi n'en sont pas. Ce sont des gens qui sont très bien formés, mais formatés pour servir le système, pour émettre des codes qui sont les codes pratiqués pour entretenir le système en place. Ça, c'est le haut. Alors, наверху он думает, что есть такая элита. Но это не точно элита. И эти люди, конечно, у них есть хорошее образование, но дело такое. Это все делать, чтобы наши французы, наш народ, наши молодые люди, они получают такие коды. Oui, monsieur Cheminade, vous pouvez continuer. Et dans le bas, il y a une éducation dont le niveau a constamment baissé. Et j'ai des jeunes filles et des jeunes gens venus de Chine ou de Russie d'ailleurs, qui disent la langue française est difficile quand on vient en France, mais le niveau scolaire est en retard d'1 an et demi à 2 ans par rapport à mon pays, donc je peux facilement m'adapter. Вот, у него есть такие знакомые молодые люди из Китая и даже из России, которые изучают французский язык и сказали и видели, что такой уровень французского языка сейчас это плохой уровень. Они опаздывают, типа 2 класса, 3 класса меньше, чем в России, например. Поэтому такие люди, они уже видели из России, из Китая, что есть проблемы, и что их легко говорить с французами, потому что понимают, что такой уровень плохой. Oui. Ah, j'ajouterai encore quelque chose, je pense que c'est très important. C'est ce que Norbert Wiener avait dit en matière de cybernétique. Il disait, il y a un émetteur, il y a un récepteur, et puis un feedback. Et on applique ce modèle à tout, sans tenir compte du savoir, des connaissances et des conséquences dans la vie réelle. Ce qui fait que
j'ai appelé les gens formatés, c'est-à-dire adaptés à un ordre de choses dans laquelle la création humaine prend de moins en moins de place. Ну, это такой эксперт, я думаю, что он американец, Норберт Фильберт, сказал, что он создал как теорию, где они используют для молодых такой формат, чтобы люди будут получить, как он сказал, такие коды, но только такие. И это здесь манипуляции. И, конечно, они не ждут, что будет хороший уровень молодых для молодых, но просто получить эти коды и все. Alors, dans ce contexte, j'ai très peur de la manière dont se répand l'intelligence artificielle. Parce que l'intelligence artificielle, c'est très bien pour pouvoir envoyer un rover sur Mars qui se contrôle. C'est aussi très bien pour faire des tâches répétitives et faire que l'être humain fasse des tâches créatrices. Malheureusement, ça peut être aussi très mal pour contrôler les êtres humains. Et c'est en train de se mettre en place dans les pays occidentaux de ce point de vue-là. Et on voit des gens comme Peter Thiel aux États-Unis avoir donné quelque part le là de cela, et ces idées se répandent en France. Он сказал, что этот эксперт, этот человек, он специалист по кибернетике. И, конечно, сейчас он боится, Жак, что АИ – это сейчас такие нормы, которые они хотят создать в Европе и в мире, чтобы это будет совсем просто. Здесь это очень важно, что люди они будут создать, писать, рисовать и так далее. Это просто использовать такой АИ, и потом люди, им все равно не надо создать, думать и так далее. Вот как он думает. И есть такой другой эксперт. Comment s'appelait l'autre expert américain, s'il vous plaît? Patrick? Nous avons nous-mêmes publié un manuel sur la désintégration contrôlée de l'économie, de l'éducation en France, en disant que c'est voulu pour adapter un système qui est un système d'une oligarchie financière et qui maintenant joue sur la guerre, qui pratique une économie de guerre. On adapte les gens à cela, et un créateur, quelqu'un qui a des idées nouvelles, qui veut explorer l'inconnu, est gênant. Donc on crée un système dans lequel on veut garder les gens sous une forme de contrôle indirect par la manipulation des émotions ou par une incapacité à créer, à comprendre, à explorer des choses nouvelles. Они хотят здесь создать мир, где человек, он не должен думать, не должен создать. И даже человек, который будет думать, создать, исследовать, им совсем не интересно. Здесь, что важно, это контролировать народа, делать манипуляции эмоций, чтобы потом это будет легко для этой олигархии, контролировать всех в мире, и даже в Европе и Западе этот процесс уже есть. Франция после неожиданного решения Макрона о распуске парламента чуть было не победил наш фронт Мари Ле Пен. А Франция действительно такие настроения, что большая часть голосует за правых? Alors, comme vous le savez, en France, M. Macron a décidé la dissolution du Parlement. Des élections ont eu lieu où quand même le RN a eu un score quand même historique. Les cartes ont été sensiblement rebattues, mais que pensez-vous de la situation après cette dissolution et ces élections législatives en France? Et elle demande aussi si le peuple français a voté finalement plus à droite. Je crois que pour mauvaise raison, il y a beaucoup d'illusions en Russie sur le Rassemblement national de Marine Le Pen. Si vous regardez les trois partis, les trois grands rassemblements, Nouveau Front Populaire, Rassemblement National et Ensemble, parti du président Macron, tous sont pour continuer à livrer des armes à l'Ukraine. Non. Он думает, что в России есть иллюзии, что Марин Ле Пен – это союзника. Но если вы смотрите, мы смотрим все эти партии, но РН,
Marine Le Pen, тоже Народный фронт это лево, и потом партия Макрона, все они за продолжение дать оружие для Украины. Поэтому здесь, это, как он сказал, это не важно, кто победил. Эти три партии за продолжение дать оружие для Украины. Maintenant, il y a un soi-disant tripartisme au Parlement. Je pense que ce n'est pas le cas. Il y a un parti d'une bourgeoisie qui peut être avec Macron ou une autre partie de la bourgeoisie qui peut être avec le nouveau Front populaire. Et il y a d'un autre côté un très grand mécontentement qui s'exprime par le Rassemblement national. Mais il ne trouve pas une expression qui corresponde à ce que veut réellement le peuple. Le peuple, en France, veut la justice sociale, il veut une politique indépendante et il ne veut pas toutes les difficultés qui se sont accumulées sur lui depuis, disons, une trentaine d'années. Donc, le peuple veut autre chose. Но сейчас это типа как если есть тройка в Думе, РН, Народный фронт и партия Макрона. Но здесь, где есть такой парадокс, это что люди, они голосовали за Марин Ле Пен, за РН, потому что они не рады. Они не голосовали за, но, например, против как этой политики. Потом есть такая буржуазия, они, конечно, голосовали за Макрона или, например, за Народного фронта, но французский народ – это совсем что он хочет. Он хочет, в принципе, суверенитет и решить все эти проблемы, которые они уже создали 30 лет. И здесь для них это более важно, чем все, что они писали в программах, когда они показали, что они хотят делать в Думе, эти партии. Alors, les deux seuls dirigeants en Europe qui manifestent du caractère, et je le dis parce que je ne suis pas d'accord avec tout dans leurs idées, mais ils ont du caractère. C'est Viktor Orban et Robert Fico. Pourquoi? Parce que Orban est allé à Kiev, il est allé à Moscou, il est allé à Pékin. Ensuite, il est allé aux États-Unis, il a vu les principaux dirigeants de l'OTAN là-bas, à la conférence de Washington, et ensuite il a vu Donald Trump le 11 juillet à Mar-a-Lago. Tout le monde en France a dit Orban, c'est le vilain, c'est le méchant, il fait des choses sans notre contrôle. Je pense que ce que Orban a fait est très intéressant parce que ça ouvre une possibilité pour la paix, au moins en Europe, une possibilité pour la paix qui répond à ce que le président Poutine avait proposé dans son discours du 14 juin. Voilà. Alors, la chose vis-à-vis de la France qui est intéressante, c'est que le nouveau groupe composé à Bruxelles, qui s'appelle les Patriotes, a des gens un peu de toutes les couleurs, mais plutôt situés, dit-on, à l'extrême droite. Le bon côté, c'est que c'est Viktor Orban qui joue un rôle et qui a joué un rôle fondamental, et que Jordan Bardella fait partie de ce groupe, il en est même le président. Donc je ne sais pas comment cela tournera, parce qu'il y a ce groupe, il y a un autre groupe avec Meloni au Parlement européen, avec l'Italie, et puis il y a les groupes conservateurs, les groupes socialistes, et le groupe dit Renew, Renaissance, qui est celui de Macron. Donc dans cette confusion, je pense qu'il faut avoir une idée simple. 1, la paix en Europe. 2, la paix au Proche et Moyen-Orient. Et 3, éliminer les forces financières qui veulent la guerre. Alors, я пытаюсь переводить все. Но он сказал, что в Европе сейчас, в Союзе, мы видим, что есть только два государства. Это Виктор Орбан, Венгрии, и Роберт Фицо, это Словакия. Такие люди, мы можем быть против них, мы можем не согласиться всегда, что они говорят, но
Они сделали что-то очень интересное, особенно Виктор Орбан. Он был в Киеве, он был в Москве, он был тоже в США, он встретил Трампа, и он был везде. И там в Европе сказали, что вот это плохой человек, он злой и так далее. Но что важно здесь, это поддержать, это что эти люди, они за мир, они хотят решить что-то очень важное, и не только в Европе. И Жак сказал, что есть 3 вещи очень важнее. Первый, это что надо решить как проблему Украины, договор мира. Надо решить тоже мир в Палестине, там Израиль и Палестина. И потом третий, надо уничтожать эту систему, эту олигархию там у них на Западе. И здесь это важно, он думает. Alors, les gens qui dans leur pays vont dans ce sens, celui de la paix, sont ciblés par, disons, les groupes ukrainiens comme agents provocateurs et menacés. Moi, j'étais moi-même menacé par le Centre contre la désinformation et surtout, comme vous, Faina, Madame Elgazep-Larouche est dénoncée comme une ennemie par Miro Dvorest et elle est aux côtés de Douguina où on montre celle-là éliminée et les autres à faire pareil. Donc, je vois très peu de gens tirant les conclusions de ça et disant il faut la paix pour qu'il n'y ait plus de chantage et qu'il n'y ait plus de chantage qui est fait par des militants, par des éléments plutôt, qui sont totalitaires. Vous savez que les États-Unis a effacé de groupes terroristes, il a blanchi le bataillon d'Azov, là, tout est dit. Ну, вот, он думает, что сейчас на Западе есть мало людей из мира, но когда есть, как он, как другие, как, например, ты, как, например, я, конечно, и так далее. Но сейчас на Западе есть такие провокации, есть агенты Украины, есть угрозы, есть, конечно, как ты знаешь, список миротворец, и здесь они все делают, чтобы как атаковать нас, создать такие ситуации против нас и дезинформации и так далее. И что он видит, это что там на Западе сейчас батальон полк Азов, вот, это не фашисты сейчас, они решили так, это как герои свободы. И когда он сказал так, он сказал, все, когда вы только знаете этого, это все понятно. Alors, je juge le Parlement français qui ne s'occupe pas de ces questions fondamentales comme quelque chose de devenu ridicule. Parce qu'on y dispute du niveau du salaire minimum, on y dispute de l'immigration, on y dispute de l'assurance chômage, on y dispute des dépenses de santé. Donc, c'est des sujets intéressants, mais c'est secondaire par rapport à la situation internationale et à la domination financière qui pratique une politique d'austérité sociale et que personne ne dénonce au niveau international parmi les partis politiques. On voit de ci, de là, des petites choses, mais aucune question fondamentale n'est traitée. Et on arrive au bout disons, du ridicule et, disons, du mépris du peuple, de voir que le nouveau Front populaire a fait élire François Hollande. François Hollande, qui est l'homme qui, avec Angela Merkel, a déclaré qu'il avait saboté les accords de Minsk volontairement pour permettre à l'Ukraine de s'armer et de menacer la Russie. Ну, сейчас есть такая ситуация, что во Франции, например, наша Дума, эти депутаты, они могут решить много вещей, но это просто болтуни. Они, конечно, как могут решить что-то для здоровья, для студентов, для образования
и так далее. Но это не важные вещи. И сейчас мы видим, что в мире, как международная ситуация, здесь это все, это очень важно. Но для них это не интересно. И сейчас, конечно, есть такая ситуация, что, например, во Франции Народный фронт, они успели взять как кандидат, и сейчас он депутат, это, конечно, экс-президент Франсуа Олланд, который, он сказал не так давно, что во время договора Минска он сделал саботаж, чтобы как Украина, она могла как строить сильную армию, чтобы как, чтобы это будет, чтобы как атаковать Россию или чтобы это будут угрозы для России. Alors je ne crois pas qu'il faille prendre au sérieux ces jeux très dangereux dans le Parlement, mais dérisoires en réalité par leur portée. Et il faut regarder plus loin et voir qui en France est capable d'un sursaut, qui est capable dans la situation actuelle de dire la vérité au peuple, de l'instruire et de lui montrer des pistes. Ça, c'est le rôle que nous essayons de jouer. Nous sommes un très petit parti, mais je pense qu'à certains moments de l'histoire, c'est un petit groupe de gens qui peuvent être inspirateurs. Но сейчас это понятно. On peut le comprendre. Но сейчас это понятно, что эти маленькие игры в французском думе, это даже абсурдно. Но здесь, что важно, есть мало людей, как Жак Шеминад, у него есть маленькая партия, и он уверен, что все равно, если их немного, у него есть надежда, и он уверен, что такие люди будут помогать, чтобы наконец-то решить все эти проблемы у нас и для мира в мире. Что вы думаете о том, что власти Франции поставляют оружие Украине? Проходят ли по этому поводу во Франции акции протеста? Какое отношение французов к происходящему? Que pensez-vous, Monsieur Cheminade, du fait que la France donne des armes à l'Ukraine? Y a-t-il des manifestations du peuple contre justement cette décision, ce fourniment d'armes? Et quelle est l'attitude finalement des Français par rapport à cette décision de financer, d'armer et finalement de faire poursuivre cette guerre en Ukraine? Alors, c'est d'obéir à l'OTAN. Et depuis la conférence de Madrid, je crois, en juillet 2021, l'OTAN s'est présentée comme quelque chose de global, comme quelque chose mettant son nez partout. L'OTAN, dans le domaine économique, dans le domaine militaire, dans tous les domaines. Et il faut savoir que, par exemple, au ministère des Armées en France, les données, les data, vont directement à Microsoft, c'est-à-dire vont à des entreprises américaines. Donc toute la France est beaucoup plus occupée par un fédérateur étranger qui n'est même pas les États-Unis en tant qu'État. C'est ce qui occupe aussi les États-Unis, c'est-à-dire ces forces financières d'un lobby militaro-industriel, universitaire, de renseignement qui occupe toutes les places de la société et qui sert un ordre financier qui est aux abois, qui arrive à bout. Et en France, on est particulièrement à bout, on est particulièrement soumis au chantage parce qu'on a dépensé 1000 milliards comme ça, avec de la fausse monnaie. Et maintenant, on a une dette globale d'environ 3200 milliards, qui sera beaucoup plus ensuite. Et on dit, voilà, vous avez trop dépensé, maintenant il faut faire une politique d'austérité, une politique de réduction de dépenses. Et en même temps, une politique de guerre. C'est très dangereux, parce qu'on réduit les dépenses pour la société civile et on fait une politique de guerre. Voilà, on est coincé. Et la France obéit à une règle du jeu définie à l'extérieur d'elle-même. C'est ce qui explique sa politique vis-à-vis de l'Ukraine. Il y a encore des gens à droite, dans toutes les nuances de la droite et à gauche, qui ont encore un sens patriotique et qui disent non, on n'a rien à faire dans ce conflit-là, et à long terme, il faudra bien un accord sur la sécurité en Europe, y compris, comme l'a dit le président Poutine, avec des pays de l'OTAN. Ну, сейчас это важно понимать, что есть такая оккупация во Франции.
Это не, например, наша Минобороны, все эти документы, все эти информации, даже секретные, они идут в Microsoft. И Microsoft это США, США, СРУ, СРУ, НАТО. Здесь он сказал, что была конференция в Мадриде 2021 года, где это было понятно, что НАТО, он везде, и он хочет быть везде. И все контролировать. И это не c'est просто вопрос оружия, армии и так далее, но это тоже финансы, банки, экономия везде. Поэтому здесь надо, правда, думать, знать, что есть такая оккупация. И это очень опасно. Есть еще патриоты во Франции, несколько, даже депутаты налево и направо. Но их мало. Они говорят, нет, нам не надо продолжать. Но наверху есть, но этот глобализм, эти банки, этот, я не знаю, как объяснить по-русски, но вот этот сильный глобализм, эти лоббисты, эти банки, которые они делают эту оккупацию во Франции и тоже в США, они даже наверху, это не вопрос США, Вашингтон, они наверху их. И здесь, конечно, вот, в принципе, французский народ против, но он ничего не может сказать. Есть эти планы, чтобы все контролировать. И сейчас есть такой диктат во Франции. Просто диктат. Они ничего не могут решить. В Франции, как и в США, сейчас огромная проблема с медициной, образованием и бедностью населения. Почему такое происходит? En France, comme aux États-Unis, on voit que les sociétés ont des sérieux problèmes dans divers domaines, de la médecine, de l'éducation. Il y a un paupérisme, il y a une pauvreté qui s'installe. De votre avis, pourquoi cela arrive-t-il dans ces pays qui sont censés être riches? Parce qu'on a abandonné la priorité à la recherche scientifique et à l'industrie. Et on a distribué de l'argent, comme les partis politiques veulent le faire aussi, en faisant des promesses, sans produire. Et on est dans une économie qui ne sont plus des économies productives. Par rapport à la valeur ajoutée totale de la France, l'industrie manufacturière représente 9,5%. C'est-à-dire qu'on distribue de l'argent sans produire de la valeur. Ce qui fait qu'on est dans un système de fausse monnaie. Et dans ce système de fausse monnaie, quand il est menacé, eh bien, on essaye de faire payer les pauvres pour les fautes commises par les riches. Ну, сейчас есть такая система, где, как объяснить, где они питаются, они разрушали, например, во Франции, у нас нет сейчас заводов, мы ничего не делаем сами. Учения люди у нас сейчас нет, они не поддерживают их. Исследователей тоже у нас нет. И здесь для них это не важно. Что важно для них дать деньги везде, но потом эти деньги, они виртуальные. У всех, даже во Франции, есть огромный налог государства. Огромный налог государства. И бедные, они хотят, что они будут платить для этого, для этих ошибок, этих важных олигархов, лоббистов и так далее. Насколько пострадал французский бизнес от санкций против России? De votre avis, Monsieur Cheminade, les sanctions russes, de quelle manière positive et négative ont-elles donc impacté les entreprises françaises, l'économie française? Les sanctions vis-à-vis de la Russie ont sanctionné l'économie française et allemande, principalement. Pourquoi? Parce que nous reposions sur la base en France de l'énergie à bas coût avec le nucléaire et en Allemagne le gaz originaire de Russie. Bon, on a créé les conditions où maintenant le prix de l'énergie en Europe est 3 ou 4 fois supérieur à celui des États-Unis. Et les États-Unis ont pris
des dispositions protectionnistes, c'est l'Inflation Reduction Act, plus le Chips and Science Act pour les semi-conducteurs. Donc, on a aux États-Unis une situation où on a imposé aux autres de payer l'énergie 4 fois plus cher, et en même temps, on se protège. Ce qui fait que beaucoup d'Allemands, beaucoup d'industriels allemands veulent aller aux États-Unis pour y faire des affaires et plus en Allemagne. Et l'industrie est en recul en Allemagne aujourd'hui. Donc, c'est les Européens qui se sont tirés une balle dans la jambe. Ну, сейчас это видно, что эти санкции были против, как Европы, против Франции, против Германии. Если мы видим, мы смотрим вопрос энергии во Франции, это была атомная энергия. В Германии это был русский газ. Но сейчас, когда американцы создали эту войну, это понятно, что как цены энергии сейчас в Европе, во Франции, в Германии, это 3-4 раза больше, чем в США. Поэтому сейчас есть такая дурацкая ситуация, что бизнесмены, немецкие и французские бизнесмены, они хотят продолжать работать в США, где энергия, она 3-4 раза меньше, чем в Европе. И здесь это типа американская игра, манипуляции, и, конечно, для Европы никакие мысли делать эти санкции, это, конечно, разрушение этой экономии, особенно во Франции и в Германии. Il faut ajouter à cela la grande lâcheté des dirigeants occidentaux. Par exemple, M. Scholz était auprès de Biden lorsque Biden lui a dit si quelque chose se passe en Europe, on saura faire ce qu'il faut faire avec Nord Stream, avec le pipeline de gaz russe. Et quand le pipeline a sauté, les Allemands n'ont pas fait d'enquête, n'ont pas réagi. On sait très bien que ça ne peut être que des gens guidés par l'OTAN et par les Américains qui ont fait sauter le pipeline. Personne en France ne s'est insurgé, personne n'a demandé de véritable enquête. Donc, après cela, on se soumet aux sanctions contre la Russie, contre la Syrie, contre l'Iran, contre quel pays que ce soit, parce qu'on est soumis. On est soumis par définition. Et ça, c'est le drame de notre pays. J'ajouterais que aussi, cette situation a permis en réalité à la Russie, elle, parce qu'elle a été globalement bien gérée, de assimiler la situation et de se développer. Et maintenant, le taux de développement de la Russie est plus élevé que ceux des pays de l'Union européenne. Donc, on a cette situation paradoxale et ça a permis à certaines entreprises russes de se développer. Et il y a eu la coopération aussi, bien entendu, entre la Russie et la Chine, qui, comme l'a dit votre président, l'économie russe a basculé vers l'Est, c'est-à-dire vers la Chine, et n'est plus tournée vers l'Europe. Donc, il y a un basculement du monde vers le sud global et vers l'Est qui n'est pas pris en compte par les dirigeants de mon pays, qui sont soumis, comme je l'ai dit, et qui ne voient pas l'importance de ce qui se passe. Alors, c'est de l'aveuglement et c'est aussi de la complicité vis-à-vis des intérêts qui les ont amenés au pouvoir. Donc, il faut essentiellement que l'on tienne compte en France de la réunion des BRICS, à laquelle moi je donne une très grande importance, et on verra ce que diront les principaux responsables français, la réunion des BRICS qui se tient à Kazan du 22 au 24 octobre. Pour moi, c'est la pierre de touche, c'est ça qui déterminera qui est qui. Сейчас есть такая драма, вот даже для Франции и в Европе, что, например, когда эти, потому что он сказал, что это такие лидеры, как Шольц, они трусливы, они рабы. Например, когда он встретил Джо Байдена, Байден сказал, что если что-то случилось в Европе, ну, типа война на Украине, мы будем все делать, чтобы закончить дорогу газа и чтобы уничтожать Nord Stream. Шольц, конечно, германский народ,
Германия, они финансировали этот Nord Stream. Но он ничего не сказал, когда, конечно, эти агенты, мы не знаем кто, но все знают, что это НАТО, все знают, что это США, они уничтожали этот Nord Stream. И там в Европе, даже во Франции, никто не спросил анкету, чтобы понимать, кто виноват и так далее. Сейчас, еще раз, это надо понимать, что они просто рабыни. Они просто как слуги. И здесь, если там они будут решить санкции против Ирана, они будут решить. Против Сирии они будут решить и так далее. Это просто не решить, это следить, получить приказ, делать без мыслей и против нас в Европе. В США сейчас началась президентская гонка. Как вы думаете, как отразится на Франции приход к власти Трампа? Ведь он обещал, что если выиграет выборы, то Европа будет платить НАТО больше, чем платит сейчас. Alors, aux États-Unis, vous savez que la course à la présidence est commencée et bien commencée. On a vu les événements avec M. Trump. De votre avis, si Trump arrivait au pouvoir, est-ce que cela affectera la France et de quelle manière? Et s'il gagnait les élections, de votre avis, est-ce que ça changerait quelque chose aussi pour l'OTAN et la guerre en Ukraine? Oui, pour l'OTAN et la guerre en Ukraine. C'est évident, autant Donald Trump que J.D. Vance, le candidat qu'il a choisi pour être vice-président, ont tous dit qu'ils étaient partisans de négociations. Il y a même des gens comme John Kerry, aux États-Unis, qui est un démocrate, qui a dit avec beaucoup de prudence dans Times qu'il fallait voir des négociations de paix et qu'il fallait bien comprendre que revenir aux frontières de l'Ukraine de 1991, même avant, était une illusion. Donc, il y a des gens qui deviennent réalistes, comme M. Orban, et qui comprennent cette situation. Trump est également un réaliste. Et je pense qu'on a créé un état d'esprit où on lui a tiré dessus, où on a tenté de l'assassiner, justement parce qu'il a une politique, disons, qui est une politique différente à court terme de celle de l'oligarchie financière. Donc, de ce point de vue, son élection permettra sans doute en Europe de pouvoir avancer vers la paix. Ceci dit, M. Trump, par ailleurs, a l'illusion qu'il peut attaquer la Chine. Il est très contre le régime chinois, mais il peut changer, c'est un businessman. Mais il était pour l'instant très contre le régime chinois et c'est un grand ami de M. Netanyahou en Israël, c'est-à-dire des forces en Israël qui ne sont pas très présentables. Donc tout n'est pas parfait chez Trump, mais loin de là. Mais il présente quelqu'un qui est une alternative à ce que sont les forces habituelles en place. Il a attaqué à plusieurs reprises ce qu'il appelle l'État profond. Moi, je ne l'appelle pas l'État profond, je l'appelle l'oligarchie financière. Et je suis plus précis, anglo-américaine. La City de Londres, Wall Street et toutes les sociétés militaires qui leur sont associées. Mais Trump, lui, est quelqu'un qui est un isolationniste américain et qui voudra faire autre chose, ça c'est certain. Mais le danger, c'est qu'il passe d'une idée d'attaquer la Russie à une idée d'attaquer la Chine. Но сейчас надо понимать, что, конечно, он думает, что что-то будет изменить, если Трамп будет президентом. Точно, конечно, все он и друзья сказали, что они будут закрыть эту дорогу, они будут не продолжать финансировать НАТО и войну на Украине. Но здесь это тоже более сложно, потому что Трамп, он тоже такой человек, который он против Китая и всегда сказал, что он готов почти воевать против Китая. И здесь это опасно. Надо знать тоже, что он друг Нетаньяху. И здесь, конечно, он сказал, что такие грозные силы, а это тоже опасно. Поэтому Трамп это не идеальный человек. Он может решить разные пункты, но не все. И здесь надо наблюдать, что будет. И как это будет. Потому что, в принципе,
он не может... Надо обратить внимание. Потом решить вещи, договоры и так далее. Может быть, но не везде. И есть такие проблемы важные, как Палестина и так далее, где, конечно, он сейчас не будет решить такие проблемы. Но, конечно, он бизнесмен, Трамп, и он может изменить мнение, может быть. Но, в принципе, вот, он против Китая и друг Нетаньяху, и это не хороший знак совсем. Alors, j'ajouterais que si la France était gaulliste, ce qu'elle n'est plus, la présidence de Trump donnerait à la France une flexibilité plus grande pour avoir une politique qui se détacherait de l'OTAN et qui se détacherait de ce système occidental qui a, pour ainsi dire, aujourd'hui une tête entièrement financière et de court terme, avec une finance qui est en même temps menacée. D'où ça, pour avoir l'illusion d'empêcher sa bulle financière d'éclater, de faire la guerre aux autres. Ça, il faut bien comprendre. Donc, la France aurait cette possibilité. Alors, ça se situera, encore une fois, dans l'ordre de ce qui se passera en France. Est-ce que les gens verront la dimension internationale, l'importance de la réunion de Kazan, j'insiste encore, du 22 et du 24 octobre, est-ce qu'ils verront cela? Et pour moi, je pense que beaucoup plus important, mais peut-être vous voulez me poser d'autres questions aussi sur ça, c'est ce nouvel ordre économique, monétaire et cette nouvelle architecture de sécurité internationale à laquelle travaillent deux personnes que j'estime beaucoup, Sergueï Glaziev du côté russe et Li Hui du côté chinois. Ну, сейчас надо понимать, что во Франции, если такой государство, как Деголь был, и Трамп был президент, будет президент, это были возможности, конечно, для Франции взять новую или старую дорогу, суверенитет и так далее. Но сейчас, конечно, такой человек у нас нет во Франции. Но он думает, что очень важно, это не здесь. Это сейчас этот процесс БРИКС. Скоро будет в октябре такой форум, очень важный форум в Казани в октябре. И надо наблюдать здесь, потому что эти страны, Россия, Китай и так далее, и он назвал два эксперта, один русский, и второй я не понял, извините, они сейчас, один из Китая, они сейчас будут строить новый модель валюты и так далее, суверенитет, безопасности. И здесь надо знать, что они будут решить. Такой путь будет, и он думает, что это более важно, чем Трамп президент. Все будет решено в Казани скоро, и, может быть, у тебя есть несколько вопросов для него. Давайте побольше об этом поговорим вообще. Расскажите побольше об этой ситуации по-настоящему. Да. Новый вопрос или что? Да, расскажите побольше об настоящем в Казани. Qu'est-ce que vous sous-entendiez par rapport à Kazan? Pourquoi vous êtes convaincu que ce qui se passera à Kazan sera un événement majeur pour le monde? C'est l'élément majeur parce que il y a vous savez, vous avez les pires impérialistes aux États-Unis veulent ce qu'ils appellent l'Hudson Institute ou le Mellon Foundation, veulent décoloniser la Russie. C'est-à-dire qu'il va faire éclater la Russie en morceaux. Ça, c'est le vrai plan. Alors que des pays comme ceux des BRICS veulent au contraire créer une stabilité par le développement économique et par la croissance. Et je pense que c'est très important que les pays qui ont été membres des BRICS à l'origine, la Russie, la Chine, l'Inde, l'Afrique du Sud et le Brésil. Le Brésil. Oui, c'est ça. Tous ces 5 pays-là, il s'en est ajouté d'autres. L'Iran, l'Arabie Saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie et les Émirats Arabes Unis. Donc, on a un groupe de gens qui ont à la fois les ressources de l'énergie et qui ont les ressources d'une politique d'indépendance vis-à-vis des milieux financiers. Donc, si on met ces deux choses ensemble, c'est une grande puissance.
Et nous pensons que l'esprit qui doit régner dans ce que nous appelons le Sud global, moi je l'appelle le Sud planétaire, un Sud ou un Est qui représente l'avenir, hein, pour moi. C'est des gens qui sont pour moi dans l'esprit des 5 principes de coexistence pacifique et de Bandung, des 10 principes de Bandung. Et c'est cette histoire-là qui réapparaît aujourd'hui sous une forme beaucoup plus prometteuse, parce que les pays des BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai aussi sont beaucoup plus puissants que n'étaient les pays de Bandung, les non-alignés de Bandung à l'époque. Donc on a une occasion extraordinaire dans le monde, avec seulement ce danger qu'un ours, comme on sait en Russie, un ours blessé est le plus dangereux. Et les États-Unis sont actuellement un ours blessé. Donc, ils savent qu'à terme, ils risquent d'être dépassés. L'oligarchie américaine sait qu'elle risque d'être dépassée. Donc, elle est dans une situation où elle poussera vers le conflit très fort avant novembre, c'est-à-dire avant la réunion de Bandung en octobre et avant l'élection présidentielle aux États-Unis. Nous entrons dans une période de très grand danger. De très grand danger. Je crois qu'il faut en être très sensible à cela. Et en France, alors, je vois un aveuglement presque total vis-à-vis de ce danger. Ou alors, c'est de la, comme on disait à l'époque de l'invasion nazie, c'est de la collaboration, ce sont des collabos. Mais je ne crois pas. Je crois que c'est plus de l'aveuglement et de l'incompétence. Ну, почему это очень важно, что будет в Казани? Это потому, что как эти страны БРИКСа, особенно эти 5 стран, которые они создали БРИКС, значит, Россия, Китай, Индия, ЮАР и Бразилия, сейчас они хотят, это что мы называем сейчас глобальный юг, и они хотят создать как мультиполярный мир, где есть другие правила. Они сильнее почему? Потому что все эти ресурсы в мире – это у них. Это Россия, это Индия, это Бразилия и так далее. Финансы у них тоже, потому что сейчас есть другие страны, которые они сейчас члены БРИКСа, как Египет, как Эфиопия, как Дубай, Катар и так далее. И эти люди, у них тоже финансы. И сейчас они более сильны, чем раньше. Это во время холодной войны, когда были такие страны, которые они не хотят быть на стороне США и не хотят быть на стороне СССР, и они хотели создать альтернативу. Но сейчас это огромный шанс, огромная власть есть в БРИКСе, потому что у них есть возможности создать альтернативу, другую. И это олигархия, американская, международная олигархия. Они хотят сейчас войну. И сейчас есть такой момент, опасный, очень опасный момент, и даже во Франции они ничего не понимают, они слепые, или они не хотят смотреть, потому что это понятно, чтобы продолжать эту гегемонию, это олигархия США и так далее, но тот англосаксония, как олигархия, ей надо война сейчас и до октября, если возможно. Потому что потом, конечно, в Казани, БРИКСе, они могут как создать этот альтернатив, это уже почти факт. Поэтому надо обратить внимание, и даже, как он объяснил, во Франции никто почти не хочет смотреть, понимать, что сейчас это опасно, как никогда. Вас 15. Теперь немного личный вопрос. Ваше самое важное решение в жизни? Alors, ce sera la dernière question, et elle veut demander quelle a été votre plus grande décision dans votre vie? Quelle a été votre plus importante et votre plus grande décision dans votre propre vie? Alors, je dirais, quand j'étais enfant, petit, j'avais 5 ans, j'étais sur un bateau qui venait d'Amérique du Sud, je suis né en Amérique du Sud, vers la France. On arrivait dans un port.
C'était Dakar, au Sénégal. Et j'ai vu que les messieurs s'agitaient, et faisaient des choses. Bon. Et mon père était avec eux, avec un air un peu différent. Donc je dis, papa, je veux voir ce que c'est, prends-moi dans tes bras. Il m'a pris dans les bras, et les messieurs jetaient des pièces de monnaie pour que les petits-enfants africains aillent plonger et les chercher dans l'eau. Alors on m'a dit, prends une pièce de monnaie et jette-la. Moi j'ai dit non, et j'ai jeté la monnaie par terre, et j'ai dit, jamais je ferai ça. Donc je m'étais, disons, je ne sais pas pourquoi, je pense que c'était la qualité propre de ma famille. Je m'étais mis du côté naturellement de ceux qu'on traitait comme, je dirais, des pions ou presque des esclaves. Donc je ne voulais pas être de ce côté-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me sens tout à fait proche des pays du Sud global et de l'Est qui disent le colonialisme financier, le néocolonialisme financier, c'est fini. Et je me sens de cœur avec eux, comme j'étais de cœur avec ces petits-enfants africains qui sautaient et qui plongeaient pour les pièces de monnaie. Maintenant, je dirais qu'il y a un autre moment déterminant. Et je pense que j'ai été un peu visionnaire à ce moment-là. C'est lorsque, en 1986, François Mitterrand a accepté l'acte unique européen. Libre circulation des capitaux, des biens, des personnes et des services, 1986. Et là, j'ai dit non, c'est la fin de l'État-nation, c'est la fin de notre indépendance. Et c'est ce qui est arrivé. Et c'est un président socialiste qui a été complice de cela, comme c'est le président Hollande qui était aussi socialiste, qui a été complice pour les accords de Minsk. Donc ces faux socialistes, on en a assez en France. Et ce qu'on veut, c'est de véritables gens qui sont attachés à la justice sociale, qui sont attachés au peuple et qui, en même temps, sont attachés à la nation, à l'indépendance nationale. Et c'est de cela qu'on a besoin. Et je pense que mes 3 candidatures à l'élection présidentielle, où j'ai été rejeté comme quelque chose qui ne devait pas être là, parce que je gênais, eh bien, je suis fier de les avoir faites comme un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte pour ce qui s'est passé. Maintenant, beaucoup de gens se disent, ce que vous avez dit en 1995. En 1995, j'avais dit, l'avenir, c'est de l'Atlantique à la mer de Chine. C'est l'Eurasie. Et l'avenir, c'est l'Europe avec l'Eurasie. Vous voyez, comment vous avez pu faire ça en 1995? C'était simple. J'ai essayé de voir, tous les autres étaient aveugles. Et j'ai vu comment allait être cette option pour le futur. Et j'ai vu comment l'oligarchie financière détruisait les pays occidentaux et se détruisait elle-même. Ну, есть такой интересный рассказ, что когда мне было 5 лет, с детства, я был на корабле, потому что я родился в Аргентине, и этот корабль не проводил до Европы. Но была пересадка, и они были на порту Дакар, это в Сенегале. Там на корабле он видел, что есть такие люди, как на корабле, сделали что-то далеко. Он был спокоен и спросил, и смотрели, что они сделали. Они просто бросили монеты на море, в море, чтобы такие маленькие, как дети, они будут как под водой найти их. Это была такая игра, не смешная. И такой человек дал монету и сказал, давай, броси монету. И он сказал, нет, я не хочу. Потому что он сказал, что он уже понял, что здесь это грязная игра. Что здесь эти люди, они смотрят их как раби. И что это неправильно. И всю жизнь он пытался делать по-другому и защищать их. Он тоже сказал, что этот менталитет, эти идеи, эта идеология была в семье уже давно, своя семья. Потом сказал, что был другой момент тоже важен. Это в 1986 году, когда президент Франсуа Миттеран, он подписал такой уникальный европейский акт, где это было возможно торговать везде в Европе, продать и так далее. Он сказал, что он понял, что здесь Франция она будет потерять суверенитет. И он сказал, как политик, нет, это невозможно, мы не можем подписать этот договор. Потом он был 3 раза кандидата
как президент. Он никогда не успел, потому что были и такие люди наверху, которые сказали, нам не надо этого человека, это просто вот, для нас не полезно. Но он сам сказал, например, в 1995 году, что будущее это с Атлантикой до Китайской моря. И когда он говорит, что это будет будущее, это даже уже идеи БРИКСа, они думали, что это чушь, он не прав, что это такое, что эти идеи. И сказали, что потом Миттеран, он был социалистом, но потом Франсуа Олланд подписал этот договор Минска, он был тоже социалистом, но это неправильные социалисты. Это, конечно, такие грязные люди. Но он уже давно хотел продолжать воевать за этого глобального юга для человека, чтобы в мире есть не только эта грязная международная олигархия, но чтобы создать другой мир по-другому, где это будет лучше и как для всех, и чтобы создать эти организации не за этих олигархов, но за народа везде в мире. Спасибо большое за интересную беседу. Была рада пообщаться. Спасибо огромное за перевод, Лоран. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à cette interview pour évidemment vos intéressantes remarques et votre opinion.